Bonjour à toutes et à tous. Troisième épisode de ce top 50 des projets que j'attends le plus sur Kickstarter, GameFound et compagnie pour cette année 2022. Et là, vous allez commencer par me dire, mais Kevin, tu portes encore les mêmes fringues que pour les deux épisodes précédents. Et oui, parce que je tourne tous les épisodes le même jour, ce qui correspond plus ou moins à une journée de travail normale, surtout si je compte en plus le montage et le chapitrage par la suite. Donc tu vas me faire le plaisir tout de suite de me laisser un petit like et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Parce que je tutoie tout le monde maintenant, tout à coup. Alors que jusqu'à maintenant, je vous vois toujours. Allez savoir. Bref, aucune importance. Pour rappel, ce petit top 50 est fait grâce à l'application, enfin au site PubMaple, qui est un site anglophone sur lequel vous pouvez, comment je dirais, entrer toute votre collection ou entrer d'ailleurs des jeux qui n'en font pas partie dans une liste à partir de laquelle le site va créer automatiquement des confrontations entre des couples de jeux. Vous devez choisir parmi celui qui vous intéresse le plus, celui que vous préférez, si c'est des jeux de votre collection, pour ensuite sortir un classement. Ça peut vous être utile si vous voulez faire vous-même d'ailleurs des tops, pourquoi pas. Après, vous pouvez bien entendu remodeler un petit peu le classement s'il ne vous convient pas tout à fait, ce que j'ai fait parfois d'ailleurs pour ce classement. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième vidéo, la troisième partie de ce classement, donc pour les positions du numéro 30 au numéro 21. Et comme je le disais hier, on va avoir des jeux déjà vachement intéressants et ça m'inquiète un petit peu parce qu'on arrive dans la partie 30 à 20 et il y a déjà des jeux pour lesquels je risque de flancher, auxquels je risque de contribuer dans la campagne, alors que généralement je back pas plus de 10 à 15 jeux par an. Et si je commence à être super intéressé par des jeux qui seront en position 20, 25, c'est pas très, très, très bon signe pour moi cette année. Bref, on verra bien ce que ça donne. Sur ce, on commence tout de suite avec la position 30. Et en 30e position, on commence par Gaijin, qui est déjà annoncé depuis belle lurette, parce que oui, j'emploie des expressions des années 30. Donc Gaijin qui nous vient de Awaken Realms Light, donc la sous-branche, disons, plus abordable, plus légère de Awaken Realms, même si pour le coup, dans la situation actuelle de Gaijin, je ne comprends pas très bien pourquoi ça a été incorporé à Awaken Realms Light plutôt que la branche principale, parce que ce jeu n'a pas spécialement l'air léger. Vous allez le voir hein, sur la page de la pré-campagne sur GameFound, c'est un jeu qui a l'air relativement lourd, relativement velu, pour 1 à 4 joueurs, donc avec un mode solo, pour 90 minutes la partie, 16 ans et plus, c'est finalement quelque chose d'assez comment dire, mature en termes de thématique, ce qui là encore du coup le place assez bizarrement dans la catégorie des light. Un jeu d'exploration, de science-fiction, de survie, d'aventure, et qui peut être donc joué en solo, dans un Japon futuriste, un peu à la cyberpunk, dans lequel vous allez pouvoir explorer une ville, bien sûr, post-humaine, dirais-je, avec également du hacking au sein d'une map qui, elle, sera virtuelle, par contre. Différents scénarios dont certains seront semi-coop et d'autres plus orientés compétitifs, sur lesquels vous essaierez donc vous déplacer pour gagner de la réputation et apparemment il y aura une assez forte rejouabilité de par justement les tuiles qui composent la ville qui seront dans des positions différentes à chacune de vos parties, mais également via les différents scénarios qui vous proposent un gameplay légèrement différent pour chaque partie également. Vous pourrez en apprendre peut-être un tout petit peu plus sur la page également de Awaken Realms Light qui présente un petit peu le jeu et quelques-unes de ses miniatures, toujours très soignées comme souvent avec Awaken Realms. Si vous parlez anglais, vous pourrez en découvrir un petit peu plus sur le jeu, notamment ici avec les plateaux individuels qui semblent être avec double épaisseur d'ailleurs. C'est toujours très joli comme souvent avec Awaken Realms, si tant est qu'on ne soit pas trop repoussé par le fluo, parce que bon, le cyberpunk c'est souvent assez fluo, assez néon. C'est le cas encore ici avec Gaijin. Reste à voir si la qualité sera derrière au rendez-vous, parce qu'on se pose toujours un petit peu la question de pourquoi cette affiliation à Awaken Realms Light et non à la maison mère, disons. Bon, je me pose un peu la question, je verrai. C'est vrai qu'après, le cyberpunk n'est pas forcément un thème, enfin, c'est pas forcément le thème qui me parle le plus. Ça fait partie des thèmes que j'apprécie malgré tout, mais que je connais assez mal au final. On verra bien ce que ça donne du côté de Gaijin. Pour ce qui est de la date, pour l'instant, on n'a pas vraiment de date précise, si ce n'est que le site de Awaken Realms nous parle de janvier, février, non plutôt février-mars, pardon, février-mars, pas du tout janvier. Donc février-mars, ça devrait venir assez rapidement. D'ailleurs, je n'avais pas aperçu que
cette page sur Awaken Realms Light est apparue il y a une semaine à peine, donc bon, c'est tout frais, du coup. Donc voilà, rendez-vous en février ou mars, voilà, pour en apprendre un petit peu plus sur le jeu et voir s'il est susceptible de vous intéresser. Donc voilà, Gaijin par Awaken Realms Light. En 29e position, Tracking Through History, et non Tracking the World comme ça semble l'indiquer ici via cette page BGG, pour la simple et bonne raison que Tracking Through History n'a pas encore de page BGG, donc je me réfère un petit peu à Tracking the World, puisqu'il s'agit un petit peu des mêmes genres de mécanismes, des mêmes auteurs également, mais un jeu un petit peu différent, même si ça conserve le titre Tracking principal, cette fois-ci Through History, donc à travers l'histoire. Donc ce sera un jeu comme le précédent épisode, donc Tracking Through the World, de set collection, de draft de cartes, mais également de gestion de main, sauf que cette fois-ci, on voyagera à travers l'histoire, avec quelques posts sur le blog qui nous laissent entrevoir quelques images, quelques parties du plateau individuelles, peut-être communs également à tous les joueurs, je ne sais pas trop. Reste à savoir un petit peu comment ça se présentera en termes de gameplay. La page BGG a été créée, mais n'a pas encore été validée par le site, donc elle n'est pas encore disponible. Vous pourrez aussi en apprendre un petit peu plus ici, sur ce jeu qui sortira, vous le voyez ici, dans 31 jours au moment où je tourne, c'est-à-dire le 1er février. Donc le 1er février, vous aurez Tracking Through History, qui apparemment est jouable pour 2 à 4 joueurs, 11 ans et plus. C'est pour des parties de 45 minutes, si on en croit la tranche du prototype ici. Bref, vous avez quelques exemples de cartes ici. Reste à voir si ça vous parle. Les illustrations sont dans un style qui, moi, me séduit pas outre mesure, mais j'aime bien la thématique. L'idée de voyager à travers les âges, ça me semble quand même assez intéressant. Reste à voir ce que ça donnera en termes de gameplay, de qualité de mécanisme, parce que c'est vrai que les différents jeux de la série, donc Tracking the World, etc., étaient des jeux pas spécialement hyper bien notés sur BGG. Bon, 7.1, c'est tout à fait honnête, hein, c'est pas un mauvais jeu du tout non plus, mais c'est pas extraordinaire. Ils avaient également sorti Tracking the National Parks, qui était lui à 7.1 également. Donc oui, c'est des bons jeux, mais pas forcément mémorables. Reste à savoir ce que donnera Tracking Through History, même si pour le coup, moi, ça m'intéresse plus pour l'aspect historique, le côté peut-être voyage un peu dans le temps, que véritablement pour le gameplay. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Numéro 28, Ronin Warrior. Donc encore un jeu à thématique japonaise, et bah oui, j'habite au Japon, donc effectivement, forcément, ça m'intéresse peut-être un petit peu plus que la moyenne, allez savoir. Ronin Warrior, qui est apparemment un jeu relativement ambitieux, puisque en fait, il se compose presque de 3 jeux en un finalement. À savoir ici, vous allez voir donc Ronin Warrior, avec donc sa variante Ronin Warrior Vengeance, et puis Ronin Warrior Rising. Alors bon, il y en a Vengeance qui donc est un solo, un coop en campagne, pendant que Ronin Warrior Rising est un jeu plutôt stratégique, dans lequel on va construire des bâtiments, recruter des unités et se confronter en fait à notre adversaire ou à nos adversaires d'ailleurs, puisque le jeu est disponible pour 1 à 6 joueurs, pour des parties de 90 à 180 minutes, et 14 ans et plus en termes d'âge. Le jeu possède déjà aussi sa page Kickstarter en pré-campagne, avec déjà 654 abonnés. Reste à savoir si ça peut vous tenter. La thématique est forcément assez intéressante, même si on entrevoit aussi un peu de fantaisie, vous le voyez ici. Donc c'est pas uniquement du Japon féodal réaliste, hein, j'ai l'impression en tout cas. Il y aura aussi des démons, tout un pan de la mythologie japonaise qui sera incorporé, donc c'est pas totalement réaliste, attention, hein. Et également, si vous voulez en voir un petit peu plus encore, sur le site de beanboom.com, donc l'éditeur du jeu, vous pourrez en apprendre un petit peu plus sur le jeu avec sa variante solo, le coop, le 1 à 6 joueurs, etc. Vous pourrez avoir un peu plus d'informations sur le gameplay, ainsi que différentes pages qui vous en apprennent un petit peu plus sur les différents champions de chacune des factions, quelques artworks également par-ci par-là. Bon, pour l'instant, on a assez peu d'informations pour un jeu qui, il faut bien le dire, n'est pas encore annoncé en termes de date spécifique. Donc, bon, 2022, ça, oui, mais quand, je ne saurais pas vous le dire vraiment. Voilà pour Ronin Warrior, thématique Japon. Forcément, ça m'intéresse un petit peu, même si je doute qu'il fasse partie des jeux que je backerai au final, parce que c'est du gros jeu un petit peu lourd, un petit peu chiant à sortir. Il faut avoir un groupe de joueurs assez récurrent, etc. Donc, a priori, non, mais ça reste un petit peu intéressant. Ça titille ma curiosité quand même.
En 27e position, on a maintenant Hitodama, encore un jeu à thématique japonaise, plus ou moins. Ce n'est pas ouvertement au Japon que ça se passe, mais le titre est en japonais et ça utilise encore une fois un petit peu toute la mythologie japonaise, enfin, la mythologie mignonne japonaise, disons, hein, tout ce qui est les petits Kodama, les petits esprits de la forêt, un petit peu façon Mononoke Hime, la princesse Mononoke. Ça rappellera certainement des souvenirs à beaucoup, pour ceux qui apprécient les films de Ghibli par exemple. Alors, c'est un jeu, pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 40 à 90 minutes et c'est un jeu plutôt orienté, familial, très clairement, puisqu'on est sur, un jeu pour 7 ans et plus, donc assez accessible, assez facile à expliquer, notamment à des enfants. Très orienté fantasy, très très mignon, avec, de la gestion de main, du placement d'ouvriers. Bon, il y a pas grand chose à en dire, il y a pas beaucoup d'informations ni d'images d'ailleurs sur, BGG pour l'instant. Là, c'est un prototype, vraiment très ancien, donc bon, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut prendre en référence. Par contre, sur le site de, Lighthouse Games, donc l'éditeur, vous pourrez en voir un petit peu plus en termes d'illustrations, avec toujours des illustrations assez, jolies, assez chatoyantes, à l'aquarelle. C'est assez joli avec, vous le voyez ici, un jeu, semi-coopératif, avec une gestion de ressources, comme j'ai dit tout à l'heure, et du placement d'ouvriers. Là encore, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure. Mais bon, la boîte, la couverture est tellement jolie que ça donne quand même envie de s'y lancer, d'y s'y plonger, pour voir ce que ça peut donner en termes de jeu familial. C'est vrai que pour tous ceux qui ont des enfants, éventuellement, ça pourrait être, une petite pépite ludique à voir. Je n'en ai aucune idée pour l'instant de la qualité potentielle, du jeu, mais en tout cas, ça présente très bien et je pense que ça pourrait séduire assez facilement des enfants, autour de 7 ans, 10 ans, 12 ans peut-être. Donc voilà, à vous de voir si ça peut vous tenter, si vous avez le public pour le sortir. Et j'imagine que c'est pas spécialement non plus réservé, à des enfants ou à une famille, vous pouvez très bien y jouer entre adultes également. Donc voilà, moi je suis juste essentiellement séduit vraiment par l'aspect vraiment visuel, que je trouve vraiment très, très joli, très, très réussi, de Hitodama. Vous me direz ce que vous en pensez de votre côté. Sachant que Hitodama, pour l'instant, n'a pas encore de date officielle de lancement, donc bon, on verra. 2022, c'est long et à la fois très court. Mais bon, bref, passons. Et à la 26e position, on va commencer à entrer un petit peu dans le dur pour moi, à savoir dans les jeux qui commencent vraiment, vraiment à m'intéresser. Et là, on commence avec Through Ice and Snow, qui j'ai l'impression n'a pas encore vraiment fait parler de lui sur les différents réseaux. Through Ice and Snow, c'est un jeu qui vous place au 19e siècle dans l'Empire britannique, à l'époque où il y avait beaucoup de colonies en Asie, et il cherchait à l'époque un passage pour pouvoir accéder à l'Asie en passant par le Groenland, etc., donc le passage du Nord-Ouest. Un passage qui a connu bien de nombreuses traversées assez catastrophiques. Et donc, bah, vous incarnez des capitaines de navires de l'époque. Chaque joueur va incarner un capitaine d'un navire différent. Et à partir de là, vous allez utiliser pardon, différents mécanismes assez connus tels que le placement d'ouvriers, la gestion de ressources, un petit peu de la salade de points apparemment également, pour pouvoir eh bien, orienter votre expédition, trouver de la nourriture, essayer d'éviter aussi les mutineries au sein de votre équipage, découvrir des communautés locales, aller explorer les environs, chasser, etc. Donc, en termes de thématique, c'est un truc assez peu traité jusqu'à maintenant dans les jeux de société et ça me rappelle aussi vaguement une série de très bonne qualité que j'avais vue il y a peut-être 4 ou 5 ans qui s'appelait The Horror. Super bonne série, donc si vous ne l'avez pas encore vue, avec également, donc, au-delà du fort thème présent dans le jeu, beaucoup d'interactions indirectes entre les joueurs apparemment, et puis un jeu qui va en crescendo au fur et à mesure que la partie se déroule, et qui semble vraiment avoir tout ce qu'il faut pour me plaire, moi personnellement en tout cas. D'autant plus qu'il y a un petit mode solo, on voit ici 1 à 5 joueurs, pour 45 à 90 minutes, donc c'est assez facile à sortir. La page Kickstarter est déjà disponible en pré-lancement avec seulement 145 abonnés pour l'instant, ce qui me laisse penser effectivement que assez peu de gens connaissent l'existence de Through Ice and Snow par Two Tomatoes. Est-ce que c'est leur premier projet? Non, ils en ont déjà 8 sur Kickstarter. Juste, allons voir un petit peu ce qu'il y a. Ah oui, d'accord, Peel Oil Profiteer, c'était eux, d'accord. Vaevectis, ouais, je connais deux noms rapidement, mais je connais assez peu leur jeu au final. Pick All Profiteer, c'était certainement celui que j'ai vu le plus. Bon, c'est pas une compagnie qui fait des jeux extrêmement connus, mais bon, en soi, c'est pas forcément un gage de qualité ou de manque de qualité d'ailleurs.
Donc voilà pour Through Ice and Snow. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, la thématique m'attire beaucoup. Et en plus de ça, bon, du placement d'ouvriers, de la gestion de ressources et de la salade de points, le tout dans un seul jeu sur une thématique assez peu traitée, ça m'intéresse pas mal. En 25e position, bah, vous vous doutiez certainement qu'il allait apparaître quelque part, peut-être même plus haut d'ailleurs. Il s'agit de Malia, Lands of Legends. Si ce classement était réalisé par Xavier, il serait certainement bien plus haut, parce que je sais que ça fait partie des jeux qu'il attend particulièrement. Un jeu qui a déjà une note de 9,6 alors qu'il n'est pas encore véritablement apparu, ne serait-ce qu'en financement participatif, avec seulement 41 notes. Mais bon, il y a quand même des gens qui l'ont testé, bien évidemment, sur les salons notamment. Et c'est vrai qu'il a d'excellents retours. Et d'ailleurs, s'il se place à la 25e position, ce qui peut vous sembler bas, c'est assez haut pour moi, sachant que je ne suis pas spécialement un joueur de dungeon crawler, de land crawler, etc., comme j'ai pu vous l'expliquer peut-être hier, si je me souviens bien. Malia Lands of Legends ne devrait pas être un jeu véritablement pour moi, mais celui-ci me plaît particulièrement. Et en plus de ça, c'est un jeu français qui sera produit en collaboration par 4 univers avec la boîte de jeux, donc qui est quand même l'une des entreprises de production de jeux, des éditeurs de jeux les plus à suivre de ces dernières années en France, notamment pour It's a Wonderful World que vous avez recevé ici, ou plus récemment d'ailleurs son petit frère It's a Wonderful Kingdom et d'autres jeux encore. Mais c'est vraiment un éditeur qui fait du très très bon boulot, qui produit du matériel vraiment de qualité et des jeux généralement de qualité également. Donc voilà pour Malia Lands of Legend, donc un land crawler, dungeon crawler également, avec des miniatures, avec des illustrations vraiment très soignées, un univers qu'ils ont travaillé durant de longues années. Ça fait quand même au moins 2, 3, 4 ans qu'on en entend parler sur les réseaux qui suivent un petit peu le financement participatif. Je crois que ça fait 2 ans et demi, 3 ans, disons. Donc voilà, de la fantasy, de l'epic fantasy, devrais-je plutôt dire, avec des dés, bien évidemment, des cartes, des personnages avec des facultés asymétriques, évidemment. Vous pourrez en apprendre un tout petit peu plus également sur la page Facebook de Malia, avec un peu plus d'illustrations par-ci, par-là. Donc, il y a plein de trucs à aller choper, avec des prototypes un petit peu plus anciens, visiblement. Vous pourrez peut-être aussi réussir à aller le découvrir en salon d'ici à ce que la campagne démarre, puisque cette campagne, elle, devrait démarrer en mars prochain. D'ailleurs, j'ai oublié de vérifier avant de commencer à présenter le jeu, mais c'est le 15 mars. Voilà, le 15 mars prochain que Malia arrivera, je crois, sur GameFound ou sur Kickstarter, ça j'ai oublié par contre. Bref, ça n'a aucune importance. GameFound ou Kickstarter, on verra bien. Généralement plutôt Kickstarter pour la boîte de jeu, mais ça pourrait être amené à changer. On verra. En tout cas, donc l'un des gros projets français de l'année 2022 sur les plateformes de financement participatif. Malia, je pense que vous connaissiez déjà, donc on ne va pas entrer trop dans les détails non plus. En 24e position, Fjordar, et vous l'avez peut-être déjà aperçu au tout début de la chaîne, en fin mai, début juin 2021, puisque le jeu était déjà apparu à l'époque sur Kickstarter. Malheureusement, il n'avait pas su conquérir suffisamment de monde pour que le projet soit mené à bien, même si on avait quand même eu pas mal de contributeurs. 500 contributeurs pour un primo-éditeur, c'est pas rien. On avait quand même 357 000 couronnes norvégienne, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Ça fait 4 millions de yens, ça doit faire environ 35 000, 40 000 euros à l'époque, ce qui est quand même une grosse somme, mais ils avaient fixé un objectif pour une fois réaliste sur Kickstarter, qui n'est pas forcément monnaie courante. Et donc, ils n'avaient pas attendu jusqu'à la fin de la campagne, ils avaient annulé après quelques jours, malheureusement. Et donc, ils nous reviendront prochainement, normalement durant le premier trimestre de 2022, pour ce jeu qui est jouable en solo, mais jusqu'à 4 joueurs, pour 40 à 120 minutes la partie, qui vous propose en fait d'incarner, comment dirais-je, des descendants du roi norvégien Sigurd Jorsalfar, apparemment, durant la guerre civile norvégienne en 1130. Et à partir de là, sur 110 ans, vous allez dérouler cette partie avec les différents héritiers du trône qui vont chercher à guerroyer ou à aller acquérir de nouvelles alliances, à fonder de nouveaux villages, etc. Le jeu proposait déjà à l'époque, sur la page Kickstarter, on pourra le voir, un matériel déjà assez séduisant. Alors, bien, c'est beaucoup du cube en bois, etc., mais c'était assez joliment illustré. Il y avait déjà une version française qui semblait être disponible. Donc, a priori, ça devrait être encore le cas lors de la prochaine campagne.
et vraiment ça mélange plein de thèmes, des mécanismes, pardon, pas de thèmes, de mécanismes vraiment, intéressants et que j'apprécie en général, au sein d'un univers qu'on a assez peu effleuré jusqu'à présent dans le monde du jeu de société. Donc forcément, ça m'intéresse pas mal. Ce retour, du jeu, j'imagine un petit peu, fignolé, un petit peu peaufiné, ça m'intéresse pas mal quand même, j'avoue que déjà la première fois, j'avais failli baquer donc cette fois-ci, ça devrait encore être un petit peu difficile pour moi de résister. Heu, les fjords, les tuiles hexagonales qu'on va aller placer différemment selon chaque partie qui forcément ajoutent de la rejouabilité et cetera. Un jeu qui se déroule théoriquement sur 110 ans mais qui permet quand même des parties relativement, ramassées sur 1 heure et demie disons. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Vous pourrez aussi aller voir le site de, Fjordar. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'informations, c'est juste enfin, il y en a quelques-unes certes, mais il n'y a pas beaucoup d'informations. Mais c'est également le moyen d'aller vous inscrire pour, la newsletter pour en apprendre un petit peu plus sur le développement du jeu et la date précise de son arrivée, car pour l'instant, elle reste inconnue. Vous pourrez aussi avoir accès au Discord, au Facebook, et cetera, et cetera. Donc voilà pour Fjordar, que moi j'attends particulièrement, même si je ne sais pas encore tout à fait à quelle date il nous reviendra, même si théoriquement, si je me souviens bien, Fjordar devrait nous revenir, dans le premier, disons les 4 premiers mois de l'année, mais c'est encore sujet à caution. En 23e position, on a Mercurial, encore un truc qui sort un petit peu de nulle part, me direz-vous peut-être. Oui et non, ça nous vient de David Go, à qui l'on doit notamment un jeu assez, joli, à savoir Endogenesis, assez peu connu et auquel on a pu jouer une fois, Xavier et moi. La seconde édition, Xavier l'avait baqué, le jeu est magnifique, enfin, si on aime ce type, d'artwork, de direction artistique. Je trouve ça très, très joli. Le jeu avait l'air vraiment sympa. D'ailleurs, il a une belle note de 6,8, même s'il y a assez peu finalement de gens qui l'ont noté sur BGG. Peut-être la première version, un peu plus? Non, à peine. Mais c'est vrai que la première édition était assez mal notée en revanche. La seconde a censé avoir corrigé pas mal de petits problèmes de la première édition. En tout cas, le jeu avait l'air assez sympa, on n'a pu faire qu'une partie, on n'a pas, pris l'opportunité d'en faire une deuxième, puis une troisième, et pourtant il faudrait qu'on le fasse. Donc Xavier, si tu regardes la vidéo, il faudrait qu'on se refasse une partie de Endogenesis. Mais entre-temps, Mercurial, son nouveau projet, me semble vraiment plus convaincant et plus attirant finalement que Endogenesis. C'est un jeu de, draft de cartes et de dés notamment, avec du deck building, pardon, de la gestion de main dans lequel vous allez incarner en fait, des mages en fait dans le monde de, Valanir et vous allez en fait, ben, tout simplement acquérir de nouveaux sortilèges, effectuer des jets de dés pour pouvoir lancer vos sortilèges et cetera. Donc ça a l'air d'être très soigné et puis comme, d'ailleurs Endogenesis, il a une direction artistique vraiment, vraiment soignée. Vous allez voir notamment sur cette image avec les différentes cartes très sombres mais très, comment dire? Très lumineuse à la fois, enfin très, très jolie, vraiment, un artwork, très soigné avec, différentes factions qu'on verra aussi un peu plus tard d'ailleurs, avec tout un tas de dés, custom également qui sont assez jolis. Mais si je reviens aux images, vous verrez un petit aperçu des différentes cartes de sortilèges qui sont vraiment, vraiment très, très belles. Ouais, j'ai rien à dire là-dessus, franchement, c'est magnifique. Ensuite, quelques-unes des factions ont été présentées notamment sur BGG, comme ici par exemple la faction des Alisaen, avec certainement donc une sorte de, comment dirais-je, d'asymétrie entre les différentes factions et ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles peuvent obtenir, tour par tour. Donc vraiment, c'est un jeu qui me séduit beaucoup visuellement et en plus de ça, qui accumule différents mécanismes qui, en plus, me plaisent beaucoup généralement, donc il y a pas de raison. Là, par contre, c'est un petit peu dommage, je trouve que la version ancienne est plus jolie que la version, actuelle. Ça, c'est un petit peu dommage. Bah, bon, on verra bien ce que ça donne au final. Vous pouvez aussi voir, sur, leur page Facebook un petit peu plus d'informations concernant Mercurial, avec, les prototypes qui apparemment leur sont parvenus, il y a 2 semaines environ. Donc, on va certainement, voir le jeu arriver, je sais pas, j'imagine au printemps prochain, même s'il y a pas encore de date, officielle pour l'instant, pour la sortie de Mercurial sur, Kickstarter ou GameFound. D'ailleurs, je n'ai aucune idée de la plateforme sur laquelle il apparaîtra. Mais pour l'instant, c'est pas encore officiel en termes de date, mais j'imagine que comme les prototypes sont arrivés et vont bientôt être envoyés aux différents, reviewers, disons, vidéastes, ça devrait certainement arriver entre, j'imagine, 2e trimestre, donc avril, juin, je sais pas, un truc comme ça. On verra bien. En tout cas, Mercurial, je suis très, très séduit par l'univers et par, la direction artistique magnifique.
En 22e position, on retrouve Holy Grail Games, que j'aurais pas pensé noter aussi haut, parce que bon, Holy Grail Games, j'aime bien Museum, c'est le seul jeu que Xavier et moi avons de cet éditeur franco-anglais. Mais la nouvelle version, enfin la version un petit peu améliorée de Museum, on l'attend encore. Elle a quoi, un an de retard, un an et demi de retard, je sais plus. Enfin bref, ils sont souvent quand même un petit peu, un petit peu en rate de communication. C'est pas forcément leur point fort, j'ai l'impression. Il y a quand même pas mal de retard, même si Museum Pictura vient d'arriver il y a quelques semaines, je crois, au backer. Mais généralement, ils font des jeux quand même assez attirants. Il y avait aussi Rallyman qu'on aurait bien testé, Xavier et moi, mais on n'a pas encore eu l'opportunité de le faire. De toute façon, nous ne l'avons pas, ni lui ni moi. Mais donc, ils nous reviennent avec Encyclopédia qui devrait arriver en mars prochain, théoriquement. Un jeu qui vous propose d'incarner les différents aventuriers naturalistes qui sont employés par le comte de Buffon, le prédécesseur de Darwin, et vous allez essayer de l'aider à créer une première encyclopédie de l'histoire naturelle. Et comme souvent avec Holy Grail Games, même si ici ce n'est pas Vincent Dutray, les illustrations sont magnifiques. Le matériel a l'air vraiment de bonne qualité, en tout cas visuellement, parce qu'on sait qu'effectivement Museum visuellement était très très beau, mais les cartes étaient pas géniales. Là, franchement, on est encore une fois sur une belle présence sur table. Reste à voir si la qualité du jeu suivra, mais apparemment, ça mélange quand même pas mal de mécanismes que j'aime bien, à savoir du jet de dés, du set collection, du placement d'ouvriers apparemment également. Vous pourrez notamment aller à la banque pour accumuler des fonds pour prévoir votre expédition, aller à l'ambassade pour obtenir certainement ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des visas pour pouvoir aller dans tel ou tel pays pour vos recherches, ou encore aller recruter différents membres qui viendront s'ajouter à votre équipage de recherche, etc. C'est encore une fois par Olivier Mélisson et Éric Dubu, qui sont les auteurs de Domination, Road to Civilization et également Museum, qui étaient donc deux plutôt bons jeux, hein. Je n'ai pas encore eu joué à Dominations, mais il a quand même des très très bons retours. Museum est un très bon jeu, quoi qu'on en pense. Donc j'attends quand même pas mal de choses de Encyclopédia, même si j'avoue que j'ai un petit peu peur maintenant de backer des jeux de Holy Grail Games. J'imagine peut-être d'ailleurs qu'ils ont en partie repoussé la sortie de Encyclopédia qui devait arriver dans fin 2022, non 2021, pardon, sur les plateformes de financement participatif, et finalement qui a été repoussé en mars, peut-être pour permettre à la seconde édition de Museum d'arriver avant, histoire que les backers ne se plaignent pas trop, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est possible, on verra. Sur le site de Holy Grail Games, il est mentionné quelque part voilà, ici, mais au-delà de ça, on n'a pas grand-chose de plus que ça à se mettre sous la dent. Mais il y a quand même pas mal d'informations déjà pour Encyclopédia, qui est quand même très très joli à voir. Maintenant, reste à savoir ce que donnera le jeu en termes de qualité de gameplay, etc. Mais ça m'attire quand même beaucoup. Et on termine ce troisième épisode du top 50 des jeux que j'attends le plus pour 2022 sur les plateformes de financement participatif. Qu'est-ce que c'est long à dire? Avec Tindaya, qui est donc en position 21, un jeu que j'attends beaucoup. Tindaya, lui aussi, ça va être un peu dur de résister à mon avis, surtout que plus j'en apprends sur le jeu, plus il m'intéresse, plus il risque de monter au classement au fur et à mesure. Un jeu pour 1 à 4 joueurs, donc avec un mode solo, 45 minutes à 120 minutes pour la partie, 13 ans et plus, avec apparemment une complexité de 360, mais pour l'instant c'est un petit peu difficile de vraiment noter le jeu, puisque peu de gens finalement ont pu y avoir accès jusqu'à maintenant. C'est un jeu qui m'attire beaucoup parce qu'il a pas mal de points communs, en tout cas semble avoir pas mal de points communs avec, et là je viens de perdre le nom, Spirit Island bien évidemment, avec Spirit Island qui se trouve d'ailleurs juste derrière moi ici. Bref, Tindaya est un jeu qui propose différents modes de jeu, ce qui n'était pas le cas de Spirit Island, à savoir du coop, comme Spirit Island, mais également du compétitif, et ça c'est un petit peu nouveau, ou encore un mode traître, dans lequel j'imagine en tout cas qu'on aura donc différents joueurs qui joueront ensemble en coopération jusqu'à ce que l'un d'entre eux vienne trahir les autres. Et en gros, vous vous placez dans le 15e siècle sur les îles Canaries, à l'époque, les îles paradisiaques Canaries, à l'époque où les conquistadors viennent essayer de conquérir et de coloniser en fait les îles en question, et bien avec les populations locales ainsi que les dieux qui y habitent, vous allez essayer de renvoyer bien évidemment les conquistadors de là où ils viennent. Et donc là, thématiquement, ça ressemble quand même trait pour trait à ce que proposait Spirit Island. Ça, c'est clair, je pense que l'inspiration est évidente.
On aura dans ce jeu coopératif différentes phases de jeu, à savoir une phase de stratégie, une phase d'action. On aura des dieux qui viendront aussi accomplir différents actes divins tels que des tsunamis, des tremblements de terre, etc., pour vous aider notamment euh, dans votre mission, entre guillemets. Et puis vous aussi aurez pour mission de booter hors de votre territoire. Tout ça me rappelle vraiment beaucoup Spirit Island, donc forcément c'est intéressant, mais avec peut-être une complexité un petit peu plus basse, bien que c'est tout sauf un jeu léger, hein, ça reste un jeu expert, mais peut-être un peu plus accessible à première vue que ne peut l'être Spirit Island. Vous voyez ici un petit aperçu, c'est quand même assez riche, on a beaucoup d'emplacements. On a aussi une carte de la mer avec les îles Canaries qui vont être composées visiblement de différentes tuiles hexagonales. Donc j'imagine que là aussi, ça va ajouter en rejouabilité puisque les tuiles hexagonales font que d'une partie à l'autre, les îles Canaries n'auront pas forcément la même forme, j'imagine. Donc le jeu a une belle présence sur table. Là, on est encore sur un proto, hein, attention. Mais je pense que l'œuvre finale devrait vraiment avoir de la gueule. Et au-delà de ça, donc, ça a l'air d'être un jeu vraiment très intéressant qui propose en plus de ça des modes de jeu qui n'étaient pas encore disponibles, enfin qui n'étaient pas disponibles du tout sur Spirit Island. Donc peut-être aussi théoriquement un jeu plus facile à sortir, à voir, mais en tout cas Tindaya a tout pour me plaire. Et la page de pré-campagne est déjà disponible sur GameFound. Vous voyez ici quelques-unes des illustrations qui, elles aussi, sont très, très, très jolies, avec quelques miniatures aussi. Bon, c'est pas très difficile de faire plus joli que les miniatures de Spirit Island qui font le boulot, pas de problème, mais qui sont pas spécialement très, très jolies. Donc voilà, je vous laisse découvrir un petit peu la page sur GameFound pour en apprendre un petit peu plus, si tant est que vous ne soyez pas trop rebuté par l'anglais. Là, on voit déjà que le prototype présent sur BGG était un petit peu moins joli que ce qui est présent sur la page GameFound. Donc je pense que ce sera quand même un jeu vraiment à suivre de près. Moi, Tindaya me fait vraiment de l'œil. Donc vous me direz ce que vous en pensez de votre côté. Tindaya, qui n'a pas encore, comme vous le voyez ici, de date officielle de sortie. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous dire grand-chose sur sa date de sortie potentielle. Mais bon, on peut juste dire que ce sera pour février, apparemment, 2022. Mais quand, je ne sais pas. Mais apparemment février. Donc c'est déjà une indication assez précise, mine de rien. Et comme vous le voyez, 3300 personnes qui suivent le projet sur GameFound, c'est quand même assez énorme, surtout que sur GameFound, il y a généralement un peu moins de monde que sur Kickstarter pour l'instant. Et ma foi, c'est tout pour ce troisième épisode du top 50 des jeux que j'attends le plus pour l'année 2022 sur les plateformes de financement participatif. C'est toujours aussi loin à dire. Et donc, vous l'avez vu déjà, entre les places 30 et 21, il y a déjà pas mal de jeux qui m'intéressent beaucoup, beaucoup. Là, on entre vraiment dans le dur de ce classement. Ça va être dur de résister à tout. Il va falloir faire preuve d'abnégation et de résistance. Et puis aussi simplement regarder les yeux de ma femme quand des jeux arrivent. Ça va peut-être beaucoup m'aider, ça, à résister, après tout. Bref, quoi qu'il en soit, vous me direz ce que vous en pensez de ces 10 jeux que je vous présentais aujourd'hui. Et on se retrouve demain pour les positions 20 à 11. Là, ça va vraiment être très compliqué. Et puis dans 2 jours, bien évidemment, les 10 premières places parmi les jeux qui m'intéressent le plus. On verra, on se retrouve demain. En attendant, jouez bien si vous êtes encore en vacances ou travaillez bien si vous êtes déjà de retour au boulot. À demain.